Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des métaux rares, pas uniquement en Ukraine. Vous avez entendu parler de cette guerre en Ukraine des métaux rares avec l'intervention de Zelensky dans le bureau ovale avec Monsieur Trump. Mais c'est aussi, en fait, une face cachée de notre transition énergétique. En effet, entrant dans la composition de plus en plus d'objets du quotidien, dont les fameuses technologies vertes, clé de voûte de la transition énergétique en cours, les métaux rares sont aujourd'hui au cœur d'enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques majeurs, en raison notamment de l'explosion de la demande. Alors, qu'est-ce qu'un métal rare ? Premièrement, et contrairement à ce qu'on pourrait y penser, un métal rare ne l'est pas vraiment en réalité, puisqu'on en retrouve un peu partout sur la Terre. Simplement, la concentration de ces métaux dans l'écorce terrestre est extrêmement diffuse, c'est-à-dire très faible par rapport à un métal abondant tel que le zinc, le cuivre ou le fer par exemple. On les considère également comme stratégiques lorsqu'ils sont utilisés dans des industries clés. Par exemple, en France, le tungstène est stratégique compte tenu de son importance dans les alliages en aéronautique. Mais ce dernier est également appelé critique, une autre dénomination qui correspond à une nomenclature différente. La criticité signifie qu'ils peuvent ne pas être rares, mais qu'il y a des tensions sur l'approvisionnement, avec beaucoup de demandes, mais pas assez d'offres, et donc des risques de pénurie. Au croisement de ces critères, rareté géologique, criticité et aspect stratégique, se trouve une trentaine de ces métaux, dont le tungstène, le cobalt, le gallium, le germanium, l'indium, etc. Alors, quelles sont les utilisations de ces matériaux ? Avant les années 70, on connaissait ces métaux, mais on ne savait pas encore comment l'industrie pouvait les utiliser, avec leurs différentes propriétés, les propriétés catalytiques, optiques, magnétiques, qui sont extraordinaires. C'est à cette période que l'on a commencé à savoir les exploiter à des finalités industrielles. Depuis, on en raffole et de nombreuses applications sont trouvées chaque jour. Aujourd'hui, dans notre vie d'urbain, on ne peut pas se passer une journée sans un métal rare. Ils sont présents dans les téléphones mobiles, par exemple, dont ils permettent la miniaturisation tout en conservant l'efficience, mais également dans les technologies de l'énergie qui nous entourent. Les volumes sont très restreints et pourtant, on ne sait pas faire sans. Autrement, cela signifierait un retour en arrière. Nous accélérons donc notre dépendance à ces métaux. Alors quel problème entraîne cette dépendance ? Sur le plan écologique, le problème vient en premier lieu de l'extraction, qui a un coût très très lourd. Quand vous extrayez quelques milligrammes de ces métaux par dizaines de kilos de roche et qu'il vous faut arriver à des centaines voire des milliers de tonnes, les dégâts sont colossaux. Par ailleurs, il faut ensuite raffiner ces métaux, c'est-à-dire les séparer de la roche, mais également les séparer entre eux pour aboutir à des matières pures à 100%. Et pour cela, il faut faire appel à des produits chimiques. Le problème, c'est que l'eau chargée en déchets et en rebuts, quelquefois radioactifs, ne sont ni recyclés ni retraités, en Chine notamment. Il y a donc de graves problèmes environnementaux générés par le rejet des eaux usées, avec la pollution des cours d'eau, des nappes phréatiques ou encore des terres qui ont des impacts significatifs au niveau sanitaire sur les populations environnantes. Ensuite, sur le volet géopolitique, il y a un pays, la Chine, qui concentre aujourd'hui la majeure partie de la production de ces métaux rares. Non parce qu'elle en possède tous les gisements, mais parce que les Occidentaux ont fermé leurs mines pour ne pas assumer le coût écologique de ces matières premières. Donc la Chine se retrouve avec ce qui se révèle être à la fois un fardeau écologique, mais également une aubaine économique. Avec 95% de la production mondiale des terres rares, elle peut ainsi faire la pluie et le beau temps sur les marchés dont elle détient le leadership, voire la quasi-monopole, et décider par exemple de limiter les exportations de ces matières et de s'en servir pour ses propres applications technologiques, mais aussi pour la géostratégie.
À titre d'exemple, c'est un peu comme si le boulanger du village avait sécurisé tous les apports de farine. Le concurrent immédiat aura forcément quelques difficultés à faire du pain. Aujourd'hui, la Chine ne veut pas uniquement être un fournisseur de farine, mais également un fournisseur de pain. Il est donc impossible de produire des métaux rares de façon écologique. Les deux ne seront jamais compatibles. Encore une fois, un métal rare sort du fin fond de l'écorce terrestre et son extraction a un coût. En revanche, il est possible de faire des mines responsables avec un meilleur encadrement législatif et réglementaire, des médias actifs pour souligner les risques. Un métal responsable, oui, donc, mais un métal propre, non. On peut également faire moins sale en recyclant et donc en réduisant les besoins non pas de matière générale mais de production, mais évidemment cela coûte très cher. La réponse à ces enjeux passe notamment par une relocalisation de la production. Effectivement, d'abord, pour être souverain sur nos matières premières et sortir de la dépendance de la Chine, il faut donc rechercher de nouvelles mines. Et là, vous avez entendu Trump, le Groenland et puis l'Ukraine. Mais également pour réduire l'impact environnemental, car la réglementation française avec le contrôle de l'État, de la société civile, des ONG, des journalistes est bien plus stricte et rigoureuse que celle des mines du fin fond de la Chine. Partant des mines moins sales, des minerais moins sales et donc des technologies vertes moins sales, cela ne réduirait pas nos besoins, mais au moins cela permettrait de faire des technologies qui soient plus respectueuses de l'environnement. Suivant cette logique, la réouverture de mines en France, par exemple, ferait sens d'un point de vue écologique. Il y a donc une forme de paradoxe, chaque transition énergétique amenant son nouveau lot de problèmes. Ce que l'on observe, c'est que cette nouvelle transition énergétique et technologique génère autant de déchets qu'elle trouve de solutions aux problèmes précédents. Partant de ce constat, je pense que c'est un leurre de croire que par la grâce des technologies vertes, nous allons nous en sortir, et il est clair qu'il y a d'autres solutions à trouver. Dans le cas présent, j'ai envie de croire que sans pour autant baisser notre consommation au quotidien, on peut optimiser les ressources et faire aussi bien avec moins. Il faut en particulier découpler la croissance du PIB de la croissance de la production en réutilisant la matière. C'est pour cette raison que la grande transition, de mon point de vue, est la transition vers l'économie circulaire et la réoptimisation des ressources par la collecte, la réutilisation, la réparation ou encore le recyclage. Autant de leviers qui permettent de faire en sorte que la durée de vie de la matière soit la plus longue possible. Le secteur financier a un rôle capital à jouer aussi dans la transition énergétique. Comment les investissements sociaux responsables peuvent-ils se saisir de ces enjeux ? D'abord, il est primordial de prendre conscience que ces problématiques et aussi la vérité de toute technologie verte en appréciant l'ensemble du cycle de vie des matières premières, de leur fabrication à leur recyclage. Il y a également la nécessité, dans le cadre d'une logique de responsabilité environnementale, d'investir dans des acteurs occidentaux et qui extraient en Occident ce qui permettra de se rapprocher du producteur, mais aussi de garantir des pratiques plus strictes et d'avoir un meilleur sourcing. Enfin, il faut regarder en direction des acteurs du recyclage dont la filière doit se développer. Avant de bien comprendre l'impact de l'économie des terres rares sur la guerre en Ukraine et sur d'autres guerres, je voudrais faire donc maintenant une petite explication sur qu'est-ce que l'économie, puisque c'est important de bien le comprendre. La gestion des ressources en situation de rareté. Cette dernière notion est évidemment relative. Aucune ressource n'est rare en soi, mais seulement en fonction des besoins ou désirs qui la visent. C'est pourquoi l'économie est notre destin auquel nous n'échapperons pas. Parce que les ressources, même croissantes, restent limitées alors que nos désirs ne le sont pas. Sont-ils satisfaits ? On désire aussitôt autre chose.
La société d'abondance n'est qu'un leurre. Il y a, bien entendu, il faudrait en fait compte une richesse infinie ou une société de sages, double impossibilité, à quoi on a su remédier qu'en rêve, les différentes utopies qui ne se réalisent lorsqu'elles le firent qu'en tournant au cauchemar. L'infini vers quoi nous tendons toujours plus pour une humanité de plus en plus nombreuse et hors d'atteinte, la rareté est notre lot définitivement, et donc aussi l'insatisfaction. Tel est l'horizon anthropologique que je donne à ce propos, avec sa gravité et son urgence. La guerre des métaux rares est en réalité ce que nous vivons, notamment avec aussi un volet anthropologique entre les russophones et les Ukrainiens. Mais ce qui se passe également, c'est cette guerre des métaux rares, mais aussi cette guerre de l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Donc une triple guerre que nous allons essayer de décrypter. Et alors, cette menace de métaux rares, en fait, cette menace de pénurie, en fait, ces métaux rares, dont les fameuses terres rares, ou même simplement les métaux critiques, ceux qui présentent un risque de rupture d'approvisionnement, méritent bien leur nom. Les réserves rentables actuellement connues ne garantissent que quelques années ou quelques décennies d'exploitation. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit en première partie, que c'est la Chine qui est le monopole actuellement et donc que les États-Unis veulent absolument ne plus avoir ce monopole. Et donc, comme cela pollue de manière considérable, ils essayent d'extraire à l'étranger et de garder leurs métaux rares au sein de leur nation, au sein des États-Unis, pour l'avenir. Donc ils souhaitent annexer le Groenland pour des raisons géostratégiques, mais aussi pour extraire les métaux rares là-bas et polluer là-bas, et même chose avec l'Ukraine. Et puis ça permet de se rembourser et de faire du business à l'extérieur. Alors, après tout, cela fait 50 ans qu'il n'y a plus de pétrole que pour 40 ans, et il en va de même pour les métaux. Si cela se trouve, les chiffres seront les mêmes dans quelques années parce qu'on aura repoussé les limites de l'extraction. Car si notre consommation augmente, la technologie évolue, bien entendu, également. Alors, je ne fais pas partie des effondristes ou des collapsologues, c'est-à-dire ceux qui sont défaitistes. Il ne reste que nos besoins, s'agissant de ces métaux rares, croissent beaucoup plus vite que les ressources connues, lesquelles sont d'ailleurs presque toujours concentrées ailleurs qu'en Europe, notamment en Chine, qui domine très largement le marché des terres rares, et en Afghanistan. Mais bon, il y a aussi l'Ukraine, comme on a pu le voir et que vous pouvez le voir dans une carte bien précise avec tous les types de terres rares qui se trouvent en Ukraine. Alors, ce n'est pas sans nous poser d'inquiétants problèmes d'indépendance économique, donc aussi à terme de la souveraineté. Rappelons-nous qu'au XIXe siècle, ce fut le siècle du charbon, au XXe celui du pétrole et de l'électricité, le XXIe sera celui des métaux rares, y compris s'ils sont abondants, le fer, le cuivre, a fortiori s'ils sont rares ou critiques, ceux qui tendent tous à devenir. Rappelez-vous la Nouvelle-Calédonie et les appétits féroces de tous les pays pour nous chasser de la Nouvelle-Calédonie parce que il y a des mines assez considérables. Alors ceci est une mauvaise nouvelle, une de plus pour l'environnement, mais aussi la géostratégie et donc la guerre. Je montre que les transitions énergétiques et numériques, l'une et l'autre écologiquement nécessaires et d'ailleurs indissociables, augmentent considérablement nos besoins en métaux rares, lesquels ne sont peut-être pas extraits qu'au prix de lourdes retombées écologiques. Les conséquences environnementales et sanitaires de l'extraction de ces matières premières critiques sont désastreuses. L'écologie semble se retourner contre elle-même. Les technologies propres nécessitent des métaux sales qui polluent en amont et en aval. On s'en rend peu compte dans nos pays parce que nous avons délocalisé la part de pollution des énergies vertes, si bien que la transition énergétique nous fait aussi perdre notre souveraineté
écologique. Sauver la planète, cela dépend de moins en moins de nous, de plus en plus de nos fournisseurs, c'est bien commode pour notre bonne conscience et bien dangereux pour le monde. Faut-il alors renoncer à la transition énergétique? Surtout pas, cette transition ne durera qu'un temps, c'est une transition transitoire, mais n'en est pas moins indispensable. Encore faut-il se donner les moyens d'inclure en elle le coût écologique qu'elle suppose et de les réduire. Alors l'économie circulaire, qui serait la solution, atteint vite ses limites. Plus une énergie est verte, moins il y a d'économie circulaire, car ces énergies vertes sont faites de matériaux complexes avec des alliages nouveaux, qu'il est plus difficile de recycler et de réinjecter dans le circuit économique après usage. C'est pourtant ce vers quoi il faut tendre, malgré la difficulté du processus, et ce ne sera possible qu'avec l'intervention incitative, voire contraignante, de la puissance publique. Le sens de l'histoire va vers plus de recyclage, plus d'économie circulaire, ce qui revient à créer plus de valeur avec moins, défi en fin de compte plus complexe que celui du passage à un monde vert, si l'on entend par là un monde décarboné. Car un monde bas carbone ne sera pas immédiatement un monde bas ressources qui vouerait l'humanité, à commencer par les pays pauvres, à la misère. Reste alors à se donner les moyens d'une croissance écologiquement soutenable, comme disent les anglo-saxons, ce qu'on appelle en français le développement durable. Aucune solution derrière nous dans la nostalgie d'un passé idéalisé. Pour résoudre les redoutables problèmes auxquels nous sommes confrontés, à commencer par une population de bientôt 10 milliards d'êtres humains, nous avons besoin de plus de science, de plus de technologie, de plus de progrès, et non pas de moins. On peut croire au génie humain, autrement dit à nos capacités d'invention, oui, mais à condition que nous affrontions lucidement les difficultés, et c'est pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui au niveau de cette vidéo. Alors les métaux rares, parmi lesquels les terres rares, sont des métaux dont l'une des caractéristiques est d'être très dilués dans le corps terrestre, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo. Ils ne sont pas rares au sens où il y en aurait peu, il y en a partout sur la Terre, jusque dans les océans, il y a même dans les astéroïdes. Mais leur dilution les rend plus difficiles à extraire. En proportion, une mine permettant d'extraire fer et néodyme donnera en moyenne 1000 fois moins de secondes. Ces métaux appartiennent à un ensemble plus vaste de métaux stratégiques définis en France par le COMES, le Comité pour les métaux stratégiques, institué par Thierry Borloo en 2011 et dépendant de Bercy. Les métaux stratégiques sont les métaux indispensables à la défense et à l'économie d'une nation, dont la liste varie par conséquent selon les pays. Une troisième notion est celle de métal critique. La Commission européenne met à jour tous les 3 ans. Dernièrement, en septembre 2020, une liste des métaux et plus généralement des matières premières qu'elle qualifie de critiques, car présentant des risques de rupture d'approvisionnement, en raison d'une rareté relative et parce que la production est tenue par quelques pays dominants. Ces matières premières sont souvent rares, mais pas seulement. Le silicium, par exemple, est très abondant. On y trouve aussi des matières premières agricoles, par exemple le caoutchouc. Ce sont néanmoins les métaux qui sont les plus présents dans cette liste, parmi lesquels les terres rares. Le nombre de ces matières critiques augmente à chaque fois. En 2011, il y en avait 14, en 2014, 20, en 2017, 26 et en 2020, 30. Alors, quelles sont la liste en 2020, par exemple, antimoine, barite, beryllium, bismuth, borate, cobalt, charbon à coke, spèce fluor, gallium, germanium, hafnium, terres rares lourdes, terres rares légères, indium, magnésium, graphite naturel, caoutchouc naturel, niobium, platinoïde, phosphate naturel, phosphore, scandium, silicium, métal, tandale, tungstène, vanadium, bauxite, lithium, titane et strontium. Alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons des ressources indispensables à la transition énergétique et notamment avec ces métaux rares.
Alors, j'espère que ce premier épisode sur les métaux rares vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.